president has until Monday to come up with the cash for the $464 million judgment with interest. If he doesn't, New York Attorney General Letitia James could start seizing his assets. His lawyers on Monday asked an appeals court to stop the collection proceedings because they have not found a bond company that is willing to back Trump. Certaines procédures judiciaires prennent de l'importance non seulement en raison du défendeur impliqué, mais aussi en raison de la manière dont elles modifient le comportement attendu des institutions. Au début du mois de janvier 2026, des agents fédéraux et des représentants de la justice de l'État de New York ont commencé à exécuter un jugement civil contre des propriétés liées à Donald Trump. L'action a impliqué l'entrée d'agents dans des bâtiments associés au président, notamment le numéro 40 de Wall Street et la Trump Tower, avec pour ordre de commencer le processus d'inventaire et d'évaluation des actifs. Cette mesure intervient après des mois de litige et la confirmation d'une condamnation pour fraude financière, dont le montant total dépasse 450 millions de dollars. Bien que les saisies immobilières soient courantes dans le système juridique américain, l'application directe de tels mécanismes à un président encore en activité politique représente un tournant important dans le fonctionnement institutionnel. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans les immeubles concernés. La réaction en chaîne générée par cette action en justice s'est rapidement propagée au secteur financier, aux coulisses des partis politiques et au débat sur les limites de la responsabilité civile des personnalités publiques. La procédure a été engagée à l'origine par le procureur général de l'État de New York, qui a accusé Trump et son organisation d'avoir artificiellement gonflé la valeur d'actifs afin d'obtenir des avantages auprès d'institutions financières, tout en sous-estimant ces mêmes actifs à des fins fiscales. Après une analyse technique et un jugement complet, l'accusation a été acceptée par le tribunal, qui a estimé que les pratiques de l'entreprise étaient récurrentes, délibérées et incompatibles avec les normes comptables acceptées. Dans de tels cas, la législation de l'État exige que le défendeur dépose une caution correspondant à la valeur totale de la condamnation afin de suspendre l'exécution pendant la procédure d'appel. Trump n'a pas été en mesure de présenter des garanties suffisantes ni trouver d'institutions disposées à accepter ses biens immobiliers en garantie. Le refus du marché d'accepter les actifs à leur valeur déclarée a mis en évidence un décalage entre l'image de l'entreprise construite au fil des décennies et la réalité économique reconnue par les institutions financières. C'est cette impasse qui a autorisé la poursuite des mesures judiciaires et l'intervention directe des autorités. Ce qui se déroule désormais est un processus techniquement ordinaire, mais extraordinaire. La saisie des biens d'un président encore en activité politique crée de nouvelles tensions entre les sphères juridiques, financières et institutionnelles. Dans un contexte de polarisation nationale, chaque étape du processus revêt désormais une signification qui dépasse le cadre de l'action spécifique. Et bien que le tribunal ait réaffirmé que toutes les garanties légales avaient été respectées, la réaction de l'entourage politique de Trump a oscillé entre la mobilisation narrative et la remise en question de la légitimité du processus. Pour ceux qui suivent de près l'équilibre entre le pouvoir politique et la responsabilité institutionnelle, c'est précisément dans les détails de ce type d'épisode que l'on observe le comportement réel du système. C'est pourquoi cette chaîne assure une couverture continue, critique et connectée au développement important. À partir de là, l'attention se détourne de l'événement ponctuel pour se porter sur les mécanismes institutionnels qui permettent son exécution. La jurisprudence new-yorkaise en matière d'exécution civile dans les affaires de fraude est claire. Le droit de recours ne suspend pas automatiquement les effets d'une condamnation, sauf si le défendeur offre des garanties suffisantes pour couvrir la totalité du montant de la condamnation. Cette exigence vise à empêcher le débiteur, même s'il fait appel, de se défaire de ses actifs avant la fin de la procédure. Dans le cas spécifique de Donald Trump, le problème n'était pas seulement juridique, mais aussi pratique. Plusieurs institutions financières ont refusé d'accepter ses biens immobiliers comme garantie, invoquant des incertitudes quant à la valeur réelle des actifs, surtout après la décision judiciaire qui a reconnu des manipulations comptables répétées au fil des ans. C'est dans ce contexte que l'affaire prend une dimension structurelle. Le refus du marché de valider les valeurs attribuées par Trump à ses propriétés fonctionne comme une vérification indirecte du jugement. Il s'agit d'une convergence entre des instances formellement séparées, la justice et le système financier, qui en réagissant de manière similaire à un même ensemble de preuves, renforcent mutuellement leur légitimité. La difficulté de Trump à présenter une caution valable ne découle pas d'une question purement bureaucratique,
mais d'une méfiance matérielle quant à la solvabilité de ses actifs. Et cela change la nature du débat. Celui-ci ne porte plus sur une éventuelle injustice de la décision, mais sur l'absence de fondement objectif permettant de la suspendre. Cette convergence aide à comprendre pourquoi les recours extraordinaires présentés par son équipe juridique ont été successivement rejetés. L'argument selon lequel l'exécution compromettrait la viabilité économique de l'organisation ou causerait des dommages irréparables a été jugé insuffisant en l'absence de garantie. La Cour a estimé que le risque le plus important incombait précisément aux créanciers, en l'occurrence l'État de New York, si l'exécution n'avait pas lieu et que les actifs étaient démobilisés ou dévalorisés au cours de la procédure. Ce type de décision renforce un principe central de la justice civile, l'équilibre entre le droit à une défense complète et la protection contre la défaillance stratégique. Outre le pouvoir judiciaire et le marché financier, d'autres acteurs ont commencé à jouer un rôle important dans ce processus. Le procureur général de l'État, responsable de l'accusation initiale, a veillé à ce que les mesures d'exécution respectent les paramètres légaux et se déroulent en toute transparence. Il a désigné des auditeurs externes, des observateurs indépendants et des mécanismes de contrôle afin d'éviter toute allégation de persécution politique. Cette préoccupation institutionnelle pour la procédure est en soi révélatrice du fait que les parties concernées reconnaissent la sensibilité de l'affaire. L'opération n'est pas traitée comme une procédure de routine, même si elle est juridiquement prévisible. Parallèlement, certains secteurs du Congrès observent avec prudence les développements. Bien qu'il n'y ait pas eu, à ce jour, de déclaration officielle de la part des dirigeants des partis, on sait que certains parlementaires républicains tentent d'évaluer les effets potentiels de la saisie immobilière sur leur base électorale. La crainte ne se limite pas à l'affaiblissement de Trump en tant que personnalité publique, mais s'étend à la possibilité que l'affaire relance les discussions sur la réglementation des pratiques commerciales des titulaires de fonctions publiques. Dans ce contexte, certains défendent, en coulisses, l'élaboration de protocoles limitant les activités commerciales des futurs présidents en exercice, afin d'atténuer les conflits d'intérêts qui, même après leur mandat, génèrent une instabilité institutionnelle. L'action du pouvoir judiciaire dans cette affaire a également été suivie par des observateurs internationaux. Dans des rapports récents, des organisations chargées de surveiller l'intégrité institutionnelle dans les démocraties consolidées ont souligné l'importance du respect des décisions judiciaires à l'encontre de personnalités très en vue. Selon ces rapports, l'exécution de la décision à l'encontre de Trump est considérée comme un test important de la capacité d'un système juridique à faire respecter les règles sans distinction de hiérarchie politique. Dans le même temps, ils mettent en garde contre le risque que l'instrumentalisation politique de l'épisode, par l'une ou l'autre des parties, affaiblisse la perception publique de la légitimité des institutions concernées. À partir du moment où les actifs matériels commencent à être réellement déplacés, avec un impact visible et immédiat, la tentation est grande, pour les acteurs politiques, de réinterpréter les faits dans une optique électorale. Et bien que cette dynamique soit courante dans les contextes démocratiques, elle comporte également le risque d'occulter les éléments techniques du processus. Le ministère public, les tribunaux et les organes auxiliaires sont conscients de ce risque et investissent donc dans des communiqués officiels, des publications explicatives et la participation active d'auditeurs externes. C'est dans ce contexte de chevauchement entre les dimensions juridiques, financières et politiques que se déroule l'affaire. Le point d'inflexion ne réside plus dans le jugement lui-même, mais dans sa mise en œuvre. Et c'est cette mise en œuvre, méthodique et juridiquement fondée, qui fait passer le débat d'une abstraction judiciaire à une matérialité inéluctable. À chaque nouvelle étape du processus, la tension entre le discours public de Trump depuis des décennies et la réalité institutionnelle à laquelle il est désormais confronté devient plus évidente. Pour ceux qui cherchent à comprendre non seulement ce qui se passe, mais aussi pourquoi cela se passe, et comment différentes institutions réagissent lorsque les normes sont enfreintes, cette chaîne reste un espace d'analyse continue, documenté et éditorialement engagé à suivre de près les développements. Au fur et à mesure que l'épisode se déroule, les interprétations concurrentes vont au-delà du strict respect des procédures légales, et se concentrent sur ce que la situation révèle des limites réelles du système face à des personnalités politiques influentes. Les experts en droit des affaires indiquent que le refus du secteur financier d'accepter certains actifs comme garantie effective représente, dans la pratique, un affaiblissement public de la valeur attribuée à la marque Trump. Ce qui a fonctionné pendant des années comme un signe d'autorité, un ensemble de propriétés de haut standing, la continuité du nom sur le marché et une visibilité constante,
est désormais considéré comme un élément de risque au regard du critère de fiabilité. Ce décalage entre l'image projetée et la solvabilité financière avérée est interprété par certains analystes comme une réorientation de la manière dont le système réagit aux récits de réussite entrepreneuriale qui ne sont pas étayés par des registres comptables cohérents. Cependant, ce n'est pas la seule interprétation qui circule. Certains soutiennent que, même en respectant les procédures prévues, l'utilisation d'instruments civils contre un président engagé dans une campagne active peut avoir des effets indésirables dans des scénarios futurs. Cette analyse ne conteste pas les fondements techniques de la décision, mais attire l'attention sur le risque que des mécanismes similaires soient utilisés comme instruments de dispute politique dans d'autres contextes. Pour ces observateurs, la crédibilité des institutions dépend non seulement de l'application rigoureuse des règles, mais aussi du maintien d'une confiance générale dans le fait que ces mesures sont adoptées de manière neutre, indépendamment du contexte politique. Jusqu'à présent, aucun consensus ne s'est dégagé sur les répercussions politiques immédiates de la saisie des biens. Cette incertitude s'explique en partie par la capacité déjà démontrée par l'électorat de Trump à absorber les événements défavorables sans modifier significativement sa position. Elle s'explique également par le fait que le processus de cession des biens en est encore à ses débuts. Néanmoins, l'impact sur la réputation est indéniable. Le cœur de l'identité publique, construite au fil des décennies, l'image d'un homme d'affaires prospère et couronné de succès, est désormais confrontée à des décisions institutionnelles documentées qui remettent en question la solidité des fondements financiers présentés. Même sans implication pénale, la saisie revêt une dimension symbolique qui dépasse la valeur matérielle des biens immobiliers, ouvrant la voie à des conséquences encore incertaines. Le débat actuel s'organise autour de 3 axes principaux. Le premier concerne l'effet domino possible sur d'autres procédures judiciaires en cours. La perception d'une perte de capacité à offrir des garanties financières peut influencer les évaluations dans différents tribunaux, accélérer les procédures et réduire l'efficacité des stratégies de report. Le deuxième front concerne les relations avec les créanciers privés. Les banques et les investisseurs liés à l'organisation Trump peuvent choisir de réviser les contrats, d'anticiper les échéances ou d'exiger des garanties supplémentaires. Le troisième front se situe dans le domaine politique. Les dirigeants des partis, en particulier au sein du Parti républicain, sont confrontés à des pressions contradictoires entre la préservation des alliances électorales et le risque d'être associés à un procès qui affaiblit le discours de compétence et de contrôle qui a soutenu la carrière publique de Trump. Les analystes attentifs au fonctionnement du système judiciaire observent que cette affaire pourrait servir de référence en redéfinissant les limites de la tolérance institutionnelle face à des pratiques comptables agressives associées à une forte exposition politique. La décision et son exécution indiquent que, même sous une pression publique intense et à un rythme lent, il existe des mécanismes capables de produire des conséquences concrètes pour les acteurs puissants. Dans le même temps, les réactions provoquées, disputes narratives, résistance politique et contestation publique mettent en évidence les limites pratiques de la responsabilisation lorsqu'elle se heurte à des réseaux consolidés de soutien économique et symbolique. Selon les informations disponibles, les prochaines étapes comprennent la finalisation des évaluations patrimoniales des biens considérés comme prioritaires et la définition des modalités de cession les plus appropriées pour chaque actif. Cette procédure implique d'examiner les restrictions contractuelles, d'estimer les passifs associés et d'identifier les litiges juridiques susceptibles de compromettre la liquidité. Un rapport complet devrait être présenté dans les semaines à venir, permettant de nouvelles décisions visant le transfert formel de propriété ou la réalisation d'enchères accompagnées par le pouvoir judiciaire. Les projections sur les effets à moyen terme restent partagées. Une partie de la production juridique suggère que les affaires de ce type tendent à renforcer la perception publique selon laquelle le système est capable d'agir même lorsque les personnes impliquées ont un degré élevé de visibilité et d'influence. Un autre courant soutient que la politisation presque inévitable des processus de cette ampleur peut affaiblir la notion d'impartialité institutionnelle, alimentant des cycles de méfiance soutenus par des interprétations idéologiques. Les deux points de vue reconnaissent que les répercussions dépassent le domaine technique et ont une incidence directe sur l'imaginaire politique et juridique du pays. Dans le cadre de l'analyse politique, nombreux sont ceux qui estiment que l'effet le plus immédiat ne se fera pas sentir sur le plan juridique. L'image d'un président dont les biens font l'objet d'une saisie pour ne pas avoir été en mesure de présenter des garanties minimales de solvabilité est en contradiction avec le discours qui a façonné son image publique. Même si une partie de l'électorat reste fidèle, le segment intermédiaire qui décide des élections
peut réagir différemment. L'accumulation des procès, ajoutée à la perception d'instabilité financière, peut produire un point d'inflexion dont la portée est encore difficile à mesurer. Face à ce scénario incertain, le rôle des médias prend une importance accrue. Il ne s'agit pas d'anticiper les résultats, mais de suivre de près le comportement des institutions et le parcours des décisions qui remettent en cause les normes établies. En documentant chaque étape, en séparant les faits avérés des disputes rhétoriques et en contextualisant les choix institutionnels, le journalisme analytique contribue à ce que le débat public s'appuie sur des critères vérifiables et non sur des impressions ou des slogans. Pour ceux qui suivent cette couverture, il reste essentiel de rester attentif au développement en cours. La liquidation des actifs se poursuit. Les recours sont toujours actifs et les effets sur le système politique et financier ne se sont pas encore consolidés. Un suivi continu et minutieux permet non seulement de clarifier le présent, mais aussi d'identifier les signes de changement qui pourraient s'imposer comme des précédents durables dans le fonctionnement des institutions.